Africa. Le grand débat sur Africa numéro 1 avec Francis Laloupo. Africa numéro 1. Aujourd'hui, dans le grand débat, la République démocratique du Congo, à la veille d'une nouvelle élection présidentielle, face au président sortant, Joseph Kabila, quelle peut être la stratégie gagnante de l'opposition? Nous en parlons à l'occasion de l'apparition d'un livre intitulé La République démocratique du Congo, un combat pour la survie. Son auteur, Gaspard Lonsikoko, lui-même candidat à ce scrutin présidentiel. Gaspard Lonsikoko est notre invité. Monsieur Gaspard Hubert Lonsikoko, donc, candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Gaspard Lonsikoko, bonjour. Bonjour, monsieur Alupo. Merci d'être avec nous. Nos débatteurs pour l'écouter, merci. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Le grand débat. Alors, pour commencer ce grand débat, avant donc d'aller en RDC avec notre invité Hubert Gaspard Lonsikoko, nous allons mettre le cap. Je vous remercie. Au revoir. Le grand débat. Analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat continue jusqu'à 18h, nous sommes en direct. Premier sujet de cette émission, la République démocratique du Congo, à la veille d'une nouvelle élection présidentielle. Le Parlement a adopté le 15 janvier dernier une modification de la Constitution portant à un seul tour l'élection présidentielle prévue en novembre prochain. Un coup dur pour l'opposition puisque cette disposition pourrait favoriser le président sortant, Joseph Kabila. Face à cette situation, plusieurs acteurs politiques estiment désormais qu'une candidature unique de l'opposition devient le seul moyen pour contrer Kabila et ses alliés. Mais alors, cette candidature unique est-elle possible et quelle alternative l'opposition peut-elle proposer au pouvoir de Joseph Kabila? Alors, Gaspard Hubert Lonsikoko, vous êtes avec nous. D'abord, dites-nous, cette modification de la Constitution qui entraîne donc une élection présidentielle à un seul tour a été adoptée malgré des polémiques. L'opposition congolaise a capitulé finalement devant cette initiative présidentielle. L'opposition est fatiguée en RDC? Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a eu un vrai contre-pouvoir en République démocratique du Congo. Oui. Mais si on regarde la composition de l'Assemblée, ils sont minoritaires dès lors que la majorité présidentielle a voté en bloc. Dans tous les cas de figure, ça allait passer. Ce n'est pas tant la façon dont la révision constitutionnelle elle-même qui pose problème, puisque ça a été fait en respectant les dispositifs constitutionnels. Mais c'est la manière dont cela a été fait. À moins de quelques mois de l'élection, et puis en très peu de temps, en 15 jours, oui. Une constitution qui a été adoptée après plusieurs mois de débats. Oui. Là, en 15 jours, on adopte les pouvoirs. Ce qu'il faut, on modifie la constitution. La question qu'il faut se poser, pourquoi cela intervient-il à très peu de temps avant l'élection? Oui. On disait que le président Kabila avait un boulevard devant lui. Oui. Si vraiment il avait un boulevard, il doit aller au second tour pour être véritablement légitime plutôt que de fausser dès le départ les règles du jeu. La modification a eu lieu, elle a été adoptée, maintenant tout le monde s'aligne finalement. Mais puisque ça a été adopté, oui. Moi je suis de ceux qui pensent que la politique c'est aussi les rapports de force. Oui. Il faut que la population congolaise démontre par A plus B oui. qu'il est contre cette modification. C'est fini maintenant. Même si c'est fini, je sais qu'il n'y a plus rien à faire. Oui. Mais dès lors que la population avant l'élection montre son mécontentement, puisque c'est cette population qui va voter, ça voudra dire déjà avant l'élection que M. Kabila est impopulaire, puisque c'est quelques députés à sa solde qui ont voté cette constitution qui a agi contrairement aux mandats pour lesquels ils ont été élus. Avant de parler de votre livre, donc il y a certains acteurs politiques, notamment Vital Kamerhe, qui prônent la candidature unique de l'opposition face à Joseph Kabila pour le contrer. Donc vous êtes pour cette idée ou pas? Il n'y a pas que Vital Kamerhe, il a pris les trains en marche. Lorsque les pas lorsque la musique change, les pas de danse doivent s'y adapter. Les stratégies qu'on avait pour le second tour doivent en principe être adoptées au premier tour. Si nous voulons faire face efficacement face à celui qui est là. Notre point commun à nous tous dans l'opposition, c'est le départ de Joseph Kabila. Alors si nous voulons qu'il parte, nous avons intérêt à mettre tous les atouts de notre côté. Ce n'est pas parce qu'il a modifié le mode de scrutin qu'il va gagner forcément. De toute façon, au second tour, des candidats allaient se retrouver en face. Si on a des candidats dès le début, il y a de fortes chances qu'ils soient battus. Donc vous êtes pour la candidature unique? Moi, je suis pour la candidature unique. Oui. Mais comment? C'est ça le problème. On ne va pas nous vendre n'importe qui pour pouvoir nous représenter. Justement, vous devancez ma question. J'allais vous demander, à part vous, quel serait le candidat idéal?
Je pense qu'il y en a, mais il faut qu'on ait la capacité de s'asseoir, de voir quel est le projet des uns des autres, quelles sont les compatibilités, les incompatibilités, pour pouvoir désigner quelqu'un qui peut porter ces projets dans la durée. Pas seulement pour le plaisir de porter ces projets, et demain on se retrouve avec autre chose dans la durée. Et qu'est-ce qu'il pense de ce pays, et qu'il soit aussi en mesure de rassembler aussi bien dans son propre camp et aussi les autres Congolais. Bien sûr. Jean-Claude Chikaya. Mais je voudrais revenir sur, c'est vrai que ce changement constitutionnel est pour le moins troublant et contestable, mais ça y est, c'est fait. Mais par contre, je voudrais vous poser une question. Il y a une coalition de l'opposition. Est-ce qu'elle est contre nature ou pas? Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même, on a l'impression que c'est plutôt une lutte de personnalité. On n'arrive pas à voir émerger. Alors, sûrement, votre livre va donner à l'occasion aux citoyens congolais. Un livre excellent, je le recommande. Hein. Voilà. Et les autres qui sont intéressés, en tout cas dans le monde entier, sur ce scrutin, sur les projets de cette coalition, parce que certains se disent de gauche, certains se disent de droite. Comment une coalition de gauche et de droite va s'entendre? Alors, est-ce que c'est des personnalités qui s'entendent pour combattre une autre personnalité, c'est-à-dire Monsieur Kabila? Est-ce que vous pouvez nous écéclairer là-dessus? Est-ce que c'est un combat de personnalité ou un combat de projet? Je pense de droite et aussi du centre et des extrêmes. Point de vue qui peut être ma réponse. Ils ont un principe qui est simple, peu importe la couleur du chat pourvu qu'il attrape la souris. C'est des personnes venues d'horizons différents, c'est les mariages de la carpe et du lapin. On se met ensemble, on le fout dehors. Or, moi, j'ai adopté une autre méthode. Je me suis dit que, voilà, j'ai des propositions pour mon pays, parlons-en. Avant même de dire que je suis candidat, j'avais mes 120 propositions que je résume en 10 points importants dans cet ouvrage. Donc, on ne sait même pas sur quelle base, sur quel programme on va aller aux élections, comment. Et qui sera ce candidat-là? Parce que si les candidats les mettent dans la poche, les uns les autres apportent leur projet, puis lui, il dit, c'est moi les candidats. Ça n'a pas de sens. Oui. Il faut voir parmi les différents candidats qui a un projet cohérent, qui veut vraiment obtenir la dignité et le bonheur du peuple congolais à travers ce qu'il propose. Et à partir de là, on va voir comment on peut cheminer. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on met la charrie avant le bœuf. On a trouvé, soi-disant, un pseudo-candidat. Et après, nous tous, nous allons nous aligner. Mais, on va droit vers le mur. Mais là, c'est pas un boulevard pour Kabila, c'est quand même une autoroute, là. Je ne sais pas si c'est l'autoroute, parce que la majorité présidentielle non plus n'est pas épargnée, parce que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il y aura aussi des velléités des personnes qui auront envie d'être candidats. Maître Fanfil. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que lorsque la cadence de la musique change, il faut que les pas aussi s'en suivent. Mais ce que je voudrais dire, vous êtes censé candidat de la diaspora, il nous semble-t-il. Non, pas forcément. Je suis de la diaspora. Vous êtes présenté comme cela. Comme on me présente comme on veut, mais je suis de la diaspora. Mais ce n'est pas parce qu'on est de la diaspora qu'on n'est pas congolais. Et entre-temps, s'il n'y a pas de crise sociale jusqu'aujourd'hui au Congo, c'est parce qu'il y a cette diaspora qui financièrement entretient les gens qui sont là-bas. C'est ce que tous les pays en voie de développement disent. Mais bon, je reviens sur ma question que je voudrais poser. Nous ne soyons que des pourvoyeurs de fonds, mais que nous ne soyons pas en mesure de gérer ces pays. Si nous pourvoyons de fonds, si nous subvenons à leurs besoins, pourquoi nous ne serons pas en mesure de gérer la chose politique? Voilà justifie la candidature de Monsieur Lancy Coco. Maître Fanfil continue. Justement, le problème de nationalité se pose là-bas, puisque l'article 10 de la Constitution dit qu'il ne conçoit en aucun cas la double nationalité, alors que certains pensent que vous êtes de nationalité étrangère. D'une part, et quand on regarde aussi ce qui se passe au Togo, avec dans des élections qu'on a eues, les dernières élections présidentielles, on se pose des questions, non? Ça nous fait pas réfléchir? Oh, ça me fait réfléchir, mais quand quelqu'un pose des actes, cher maître, c'est qu'il a réfléchi. Vous vous souvenez que si on vous a donné des informations précises, on vous aurait dit aussi que je reviens de Kinshasa, où je me suis fait enrôler. Ce qui dit que je me suis fait enrôler, donc j'ai la carte d'électeur. Qui dit que j'ai la carte d'électeur, j'ai le certificat de nationalité congolaise. Et j'utilise un passeport congolais pour voyager. Mais parlons-en de l'article 10 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution dit que est congolais d'origine, la personne reconnue comme telle pendant les indépendances. Il n'enlève pas la nationalité congolaise des Congolais d'origine. Il constate qui est congolais d'origine. Dès lors qu'on constate qu'un tel est congolais d'origine, on laisse supposer que la nationalité congolaise d'origine est incessible. C'est le cas de quelques sénateurs et députés qui sont actuellement élus. J'arriverai à ça. Et d'autre part, il y a une loi
ancienne qui n'a jamais été révisée quand on a adopté la nouvelle constitution qui dit que tout Congolais qui porte une autre nationalité perd automatiquement la nationalité congolaise. On se retrouve avec une constitution nouvelle, avec un texte de loi non révisé, conflit entre la loi et la constitution. Or, les juristes que vous êtes, c'est que en cas de conflit entre la loi et la constitution, c'est la constitution qui prime, premièrement. Deuxièmement, il y a un moratoire, vous avez dit vous-même, il y a la plupart des sénateurs, y compris les présidents de la République, qui ont d'autres nationalités. Il y a eu un moratoire pour permettre à tous les Congolais qui détiennent d'autres citoyennetés, je parlerai même peut-être de nationalités, qui détiennent des citoyennetés étrangères, de se mettre en règle par rapport à ça. Le moratoire n'a jamais été fermé. Il y a des gens qui sont là-bas, ministres, députés, présidents de la République, qui bénéficient de ça. Il y a un principe juridique qui dit que le feu précède la loi. Dès lors qu'il y a eu des gens qui sont dans cette situation, il n'y a pas de raison que d'autres Congolais ne soient pas dans la même situation, qu'ils soient de la diaspora ou non. Bon, en tout cas, vous êtes électeur, donc voilà, éligible et légitime. Voilà. On vous retrouve dans quelques instants. Africa. Merci d'écouter Africa numéro 1. C'est le grand débat de l'actualité sur la radio africaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et c'est en direct sur la radio africaine. Nos invités dans cette édition, M. Gaspard Hubert Lonsi Koko, candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo et auteur de La République démocratique du Congo, un combat pour la survie, paru aux éditions L'Harmattan. Nos débatteurs pour les mises du jour, Maître Monesti Fonfil et M. Jean-Claude Chikaya. Alors, Hubert Lonsi Koko, vous venez donc de publier ce livre, La République démocratique du Congo, un combat pour la survie, je le disais aux éditions L'Harmattan. Alors, je rappelle que vous êtes candidat donc à cette élection présidentielle en novembre prochain. Alors, votre livre, c'est un livre programme, je dois dire, très complet, et que j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à lire. Et votre programme porte sur tous les secteurs de la vie nationale, éducation, santé, emploi, gestion de l'État, intégration régionale et diplomatie. Et puis, il y a un thème qui vous tient beaucoup à cœur, c'est l'intégrité du territoire et les relations avec les pays voisins. Et la priorité, selon vous, est de rétablir la paix et la sécurité en constituant une armée nationale digne de ce nom. Alors, que pensez-vous du ralliement de l'ancienne rébellion CNDP à la majorité présidentielle? Moi, je serai le candidat du changement. Je serai le président de la paix. Oui. Comme avait dit quelqu'un, pas dans le bon sens, que les pays n'ont pas d'adresse géographique, nous avons des voisins, nous sommes condamnés à vivre avec nos voisins. Oui. Et que nous devons savoir comment évoluer avec ces voisins. L'alliance avec les CNDP. Au Congo, aujourd'hui, il y a au moins plus de 6 millions de morts. Oui. Et ces gens du CNDP, à commencer par Laurent Kunda, Bosco Ntaganda et compagnie, sont à l'origine de ces millions de morts. On parle, on ne veut pas ouvrir les dossiers, mais il y a un génocide congolais. Et comment on peut être un président de la République censé protéger ses citoyens et s'associer avec des criminels, des gens qui ont humilié vos compatriotes. Ils vous diront c'est au nom de la paix, de l'unité nationale. Oui, mais il y a la paix. Oui. Le problème n'est pas l'argument qu'ils ont avancé, la paix. Non. Le problème, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'il faut que nous gardions notre souveraineté. Oui. Or, aujourd'hui, l'armée congolaise n'est pas présente sur l'ensemble du territoire. Et si nous ne faisons pas attention, ce que vous avez dit dans la première partie de l'émission sur la Côte d'Ivoire, nous risquons de vivre ça au pays. Or, ce territoire-là est géré par les CNDP, avec une administration parallèle, il taxe des impôts et tas de choses. Alors, que dit M. Kabila? Si l'élection au premier tour et qu'il y a des problèmes, il triche dès le premier tour et qu'il est contesté, il va s'appuyer sur une faction armée qui est sûre, parce qu'on connaît très bien l'état dans lequel se trouve aujourd'hui sciemment, volontairement l'armée congolaise. Donc il va s'appuyer sur une branche armée aguerrie. Et si jamais il est acculé dos au mur, il peut se retrancher dans un territoire qui n'est pas sous contrôle de l'État congolais. Ou alors, lors des élections, il bénéficiera des voix des bureaux de vote qui sont dans le territoire qui n'est pas non contrôlé par l'État central. Oui. Les raisons sont simples. Alors, vous craignez aussi, on le lit dans votre livre, que les conflits internes au Rwanda et au Burundi notamment soient importés en RDC. Mais c'est déjà le cas depuis des années, non?
Mais c'est déjà le cas depuis les années et ça risque d'empirer si nous ne faisons pas très attention. C'est pour cela, vous l'avez souligné, mon ouvrage commence par la paix et la sécurité et j'ai conclu ça par la sécurité globale. Parce que je pars du principe qu'il faut impliquer nos voisins dans ce qui se passe au Congo sur le plan de la défense. Il faut que nous développions une politique de l'indépendance dans l'interdépendance. C'est-à-dire que notre sécurité dépend de la sécurité de nos voisins et vice-versa. De ce fait, nous défendrons nos voisins par rapport à des personnes qui peuvent mener des incursions à partir de notre territoire, ainsi de suite. Et en fin de compte, personne ne défendra en réalité personne puisque nous respecterons les accords qui seront faits. Je me battrai pour ça. C'est pour cela que je tiens beaucoup à une diplomatie intelligente. Mais si vous avez votre diplomatie ne peut réussir que si vous avez la capacité, si vous maîtrisez la politique de la carotte et du bâton. C'est pour cela que j'aimerais avoir une armée congolaise défensive, c'est-à-dire qui peut assurer la paix chez nous, mais qui peut aussi être une force d'interposition, qui peuvent se projeter au-delà en cas de défense. Mais cette armée aussi, quand vous regardez, il y a beaucoup de forces étrangères qui se sont battues pour défendre nos peuples. Il faut que notre armée, à un moment donné, en temps de paix, puisse aussi servir pour des missions de paix à travers le monde. C'est la première des choses que l'État congolais pourra rendre aux pays qui nous viennent en aide, dont les enfants meurent pour notre sauvegarde de notre intégrité. En tout cas, tant qu'il me restera le moindre souffle, je me battrai pour l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et ça fait 15 ans en tout cas qu'on essaie, que c'est très compliqué là-bas, dans votre pays, en RDC. Ce n'est pas un chemin facile, on se demande même pourquoi c'est aussi compliqué. Les problèmes sont donnés à certaines personnes aussi pour les transformer en quelque chose de bien. Et tout ce qui s'est passé dans notre pays donne de l'intelligence à notre génération. Vous venez de le dire, depuis 1960, le Congo a toujours été géré par des jets d'instabilité. Et nous avons grandi, nous sommes partis ailleurs, nous avons vu comment ça se passe. Depuis 96, ça s'est compliqué singulièrement. En plus, ça s'est compliqué. Oui. Il n'y a plus de raison, nous qui avons grandi ailleurs, avons assisté à pas mal de choses, que nous ne puissions pas mettre ça au profit de notre pays. Jean-Claude Chikaya. Oui, je reviens sur la Constitution et notamment sur cette Troisième République au Congo qui paraît à bout de souffle. Et je voudrais savoir si votre livre contient justement peut-être un appel au passage à la Quatrième République. Est-ce que vous partagez l'analyse comme quoi la Troisième République au Congo est à bout de souffle? Et justement pour mieux rentrer dans cette ère du XXIe siècle, notamment pour ce peuple qui est très très jeune dans un territoire très vaste, et sur le développement économique, même si les indicateurs économiques internationaux disent que Kabila a fait remonter un petit peu. En même temps, il partait de très bas par rapport à cette année 1985 qui était un petit peu le désastre. Donc, il a fait un petit peu remonter les indicateurs économiques. Mais doit-on passer à la Quatrième République? Qu'est-ce que vous pensez? Kabila a fait remonter les indicateurs économiques. Si vous demandez à l'homme de la rue au Congo, je dis bien que c'est des indices internationaux. Oui, je vais rebondir là-dessus. Depuis 10 ans, Kabila est président de la République. Si l'ère quotidien a changé, vous aurez la réponse. Donc, je ne pense pas qu'il vous diront que ces indicateurs-là ont aidé en quoi que ce soit à leur vie au quotidien. J'ai un chapitre dans l'ouvrage qui parle de la réforme de l'État. Et ce chapitre se termine par la Constitution, la révision de la Constitution. Pour moi et pour pas mal de Congolais, la Troisième République n'est qu'une parenthèse qui n'a pas permis au Congo de passer d'une phase de dictature à une autre phase. Et la preuve, on revient même dans la dictature en commençant à réviser la Constitution pour tendre vers la présidence unique et pourquoi pas la royauté. Non, moi je suis partisan de la 5e République. Il faut passer à autre chose. La 4e, pardon, République. La 4e République pour un Congo meilleur et davantage éclairé. Voilà. Maître Modestie sans fil. Oui, je reviens encore sur la dernière phrase, le dernier mot, la royauté. Je pense pas, au vu de ce qui se passe actuellement en Tunisie ou en Égypte. Vous pensez que un de nos chefs d'État africains peut penser... C'est une métaphore pour dire que... Bien sûr. Très bien, justement. Il fallait répondre... Sissoko était républicain. Je vais le croire, mais finalement, est-ce qu'il fallait pas aider plutôt, cher monsieur le candidat, monsieur Gaspard Sissoko, à aider les parlementaires quand même à revoir la Constitution, notamment le problème que se pose l'article 10,
par rapport à votre candidature. Peut-être le travail devait se faire préalablement. Monsieur, l'article 10, on a à revoir, on n'a pas à revoir. Ça, ce n'est qu'une question de consensus. Hein. La constitution congolaise, je l'ai dit, ne renie pas, ne conteste pas la nationalité congolaise d'origine. C'est le conflit qu'il y a avec la loi et on a dit qu'il l'emporte. Le problème qui se pose au Congo, c'est un autre problème qui veut qu'on puisse parler de... Qu'est-ce qu'a joué? Quel a été le rôle de l'opposition? L'opposition n'a pas forcément joué son rôle. Si des gens comme moi qui sommes dans les conforts matériels, et nous abandonnons ces conforts matériels pour aller nous impliquer au Congo, parce que nous avons constaté qu'il y a des lacunes. Je vous signale qu'il y a plusieurs voies au Congo, plusieurs compartiments. Il y a ceux qui sont pour la voie militaire, la voie des armes. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller devant les électeurs pour renouveler, pour changer le président de la République. Le système actuel n'est pas forcément le meilleur, n'est pas forcément bon, mais c'est déjà un acquis qu'on a pu avoir des élections en 2006. Mais sauf que si on brade ces acquis-là, au lieu de les dynamiser, on est en train de les brader, on tend vers l'impasse. Donc, je suis partisan de ces processus électoraux. C'est pour cela, j'aimerais être, je le suis, un opposant constructif. J'ai commencé par présenter mon projet de société à travers un livre et j'ai dit à tout le monde, venons maintenant discutons. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un temps court pour faire des élections. Ils ont de l'argent, distribuer des t-shirts, distribuer de la bière, donner à manger au peuple congolais pour revenir que 5 ans après les élections et leur proposer la même chose. Or, moi, je vais leur proposer quelque chose qui permettra les changements dans leur vie quotidienne. Donc je dis aux Congolais, vous voulez voter pour des gens qui ont des t-shirts, qui ne vous les redonneront que 5 ans après, ou pour quelqu'un qui a un vrai projet pour changer votre vie. On en reparlera tout à l'heure, on reviendra donc à la RDC, on conclura l'émission évidemment avec votre livre et votre combat pour votre pays. Et entre-temps, tout de suite d'ailleurs, on va passer à un autre sujet. Le grand débat sur Africa. On revient à la RDC avec un auditeur donc qui nous appelle pour intervenir. Monsieur Romain, bonjour. Oui, bonjour Francis. Oui. Et mon intervention, c'est je voudrais un petit peu entendre notre auditeur qui a écrit un livre, j'ai pas retenu son nom. Monsieur Gaspard Hubert Lonsi-Coco. On va noter tout ça parce que c'est intéressant. Oui. Il y a un président africain, je crois Abdoulaye Wade, qui avait dit, au Congo, il n'y a pas d'homme politique. Bon, excusez-moi. Et pourtant, il y en a beaucoup. Ça provoque une tolérance au Congo. Oui. Mais il y a beaucoup de politiciens. Quand on entend qu'on passe à gauche, à droite, qu'on est prêt à faire des alliances avec n'importe qui, ça nous interpelle. C'est cela. Oui, ici en Europe, on est de la diaspora. On n'est pas tous contre Kabila. Il y a des gens qui sont proches de lui. Moi, je les soutiens depuis. Par contre, il y a des choses qui m'interpellent. Là où l'auditeur, notre auditeur, enfin, je viens à les joindre quelque part, c'est l'unité du Congo. Le Congo aujourd'hui est dans une position qu'on n'arrive plus à comprendre. C'est là où je dis soutenir quelqu'un ne veut pas dire être aveugle. Alors, où est-ce qu'on va? Oui. Là, il a raison. Où est-ce qu'on va? Parce que Mobutu disait on est Congolais, on travaille n'importe où. Mobutu nous a détruit, effectivement, de tous les pays. Maintenant, nous avons Kabila qui essaie de construire, c'est déjà un point. Oui. Mais où est-ce qu'on va, point de vue unité et sécurité du pays? Puisqu'on n'a plus d'armée, on n'a plus rien, et on devient une loque en Afrique. Gaspard Hubert Lonsi-Coco va vous répondre. Merci Romain. Merci beaucoup. Chers compatriotes, moi, c'est pas parce que je suis opposant que ceux qui sont au gouvernement sont mes ennemis, ce sont mes compatriotes. Le rôle même, la gestion d'une nation, c'est qu'il y a un mandat pour ceux qui ont gagné. Ils ont tel nombre d'années et au bout, on fait le bilan. Or, M. Kabila a été élu surtout sur la base de la sécurité. Si on regarde la situation au Congo, l'insécurité est catastrophique. Nous n'avons quasiment pas d'armée. Je ne vais pas dire que nos militaires ne sont pas vaillants, mais c'est la chaîne de commandement qui fait en sorte qu'on n'arrive pas. M. Kabila est militaire de formation. Mais si vous faites le bilan de M. Kabila, parce que bon, maintenant on peut faire ce bilan-là, quels sont les éléments positifs de son mandat? Je ne sais pas s'il y en a. Je peux dire qu'il essaye de faire des choses à sa façon. Il y a eu quelques réhabilitations par rapport aux 5 chantiers, mais c'est mal fait. Il n'y a même pas de nouvelles routes, il y a des réhabilitations, mais c'est mal fait. Il suffit qu'il y ait de la pluie pour que tout tombe à l'eau. Mais le monsieur a parlé, le compatriote a parlé de la sécurité, c'est la première des choses. Comment on peut développer un État économiquement s'il y a que l'insécurité? C'est pas possible. C'est le président Toumani qui me disait un jour que tout pays doit avoir une armée. S'il ne l'a pas, il se retrouverait de toute façon avec une armée. Ce sera celle de son voisin. C'est ce qui est en train de se passer à RDC. Comment voulez-vous qu'on puisse investir
s'il y a l'insécurité dans le pays, ne serait-ce que pour le déplacement des biens des personnes. Il faut bien qu'il y ait une gendarmerie, une police nationale et puis une armée citoyenne. On arrive à la fin de l'émission, mon cher Gaspard Hubert Loncy-Coco. Alors, vous citez dans votre livre en exergue François Mitterrand et Nelson Mandela. Et puis par ailleurs, vous vous revendiquez, vous citez également dans votre livre Milton Friedman, qui est quand même le chantre de l'ultralibéralisme. C'est un peu contradictoire tout ça, non? Alors c'est ça la cohésion, la synthèse de votre pensée? J'ai cité Friedman pour dire voilà les théories qu'on nous apprend par rapport à l'économie. Or, la RDC, le Congo doit chercher notre voie. Oui. Les choses venues de l'extérieur ne sont pas forcément bonnes dans d'autres pays par rapport au contexte local. Donc par rapport aux voies que nous préconisons, moi j'ai préconisé une autre voie. Notamment quand je parlais des manques de est-ce qu'il y avait nécessité qu'on adhère forcément à l'OADA dès lors qu'on doit avoir une politique monétaire efficace pour pouvoir au moins être efficace à l'intérieur avant d'aller affronter à l'extérieur. J'ai cité Mitterrand. Oui, parce que vous êtes socialiste d'abord. Je suis socialiste et au sein du Parti socialiste, je suis de la lignée des Jaurès, Blum et Mitterrand. Très bien. Alors moi, je vais vous détendre un peu, si j'ose dire, pour avec une dernière information dans cette édition du Grand Débat. Et vous savez que la Belgique, qui est en pleine crise politique, est sans gouvernement depuis plusieurs mois. Et alors pour remédier à ce problème, une sénatrice flamande, Madame Marleen Timmermans, propose une grève du sexe afin d'accélérer la formation du gouvernement. Alors cette sénatrice, qui est gynécologue de son état, invite les compagnes des négociateurs de la crise et toutes les femmes belges à, je la cite, garder les jambes fermées tant qu'il n'y aura pas la formation d'un gouvernement. Fin de citation. Alors l'idée lui est venue, dit-elle, du Kenya, où les femmes avaient décrété, vous vous en souvenez, en 2008, une grève du sexe pour réclamer la fin d'une crise politique. Et à ce moment-là, pour le Kenya, en tout cas, la crise fut résolue, en moins d'une semaine. Alors, on peut dire désormais que le sort de la Belgique est aux mains des femmes belges. Mais le sort du Congo n'est pas par rapport en fonction du sexe. Nous n'avons pas le sexe à la place du cerveau. Moi, je veux miser sur les Congolais. Mais ça marche je veux miser sur l'intelligence humaine. Et c'est l'erreur que nous avons commise au Congo. Nous avons des tas de richesses et nous sommes pauvres. Et les présidents Kabila et sa clique sont contents qu'on puisse maintenant être parmi les pays pauvres et très endettés. Alors que si nous avions misé sur l'intelligence humaine, on aurait pu avoir une élite efficace, suffisamment formée pour pouvoir avoir un État cohérent. Et on sait que dans ce pays, en tout cas en RDC, les ressources humaines sont d'une très grande qualité. Je pense qu'il faut le dire, le répéter, et on le dit pas assez. Merci beaucoup Hubert Loncy-Coco. Vous êtes auteur de La République démocratique du Congo, un combat pour la survie, aux éditions L'Harmattan. C'est la fin de cette émission. Le débatteur polémiste du jour, monsieur Jean-Claude Chikaya et maître Monesti Fonfil.